Bonjour Jérôme Viau. Bonjour. Vous êtes le maire de Grasse, vous êtes également président de l'association des maires des Alpes-Maritimes. Brian Masson, et je viens de le dire, député de la 6e circonscription des Alpes-Maritimes, Rassemblement National, se présente donc aux prochaines municipales à Cagnes-sur-Mer, à Menton. Alexandra Masson devrait se présenter pour les prochaines municipales, ce qui signifie que le Rassemblement National présente des candidats qui pourraient peser sur le scrutin. À Grasse, on ne connaît pas encore le candidat Rassemblement National. Estimez-vous que cette candidature pourrait fragiliser votre électorat et républicain? Écoutez, moi je pense que ce qu'attendent les électeurs, c'est des élus au travail, engagés pour leur commune. On est dans une approche municipale et je crois que c'est ce que vont regarder en tout cas les électeurs, les républicains, les militants, les républicains et les électeurs de manière générale, avec un rendez-vous municipal qui sera, à mon sens, celui de l'engagement et celui des services, des projets pour les communes. Donc ça veut dire que les bons scores du Rassemblement National aux législatives n'augurent pas de bons scores aux municipales, c'est ce que vous dites? Pas du tout. On verra comment les choses évolueront. Ça dépendra aussi d'une conjoncture nationale. On sait pas. Enfin, il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses qui, au niveau national, au niveau du gouvernement. Mais je pense que pour les municipales, en tout cas, ce sera incarné autour de l'homme. Mais elle vous inquiète, cette concurrence? Écoutez, je pense que les rendez-vous seront ceux des projets contre projets, et au niveau de ces municipales, je pense que c'est ce qui va se passer. Alors actuellement, vous n'avez pas officialisé de candidature. Je ne vais pas vous poser la question ce matin si vous êtes candidat ou non, mais quelle serait la bonne période pour réaliser une telle annonce? Écoutez, aujourd'hui, moi je suis au travail, au service des Grassoises et des Grassois, pour mettre en œuvre le projet qu'on avait présenté devant le corps électoral en 2020. Et je ne sais pas s'il y a une bonne période ou pas une bonne période. En tout cas, c'est d'abord de remplir ce qu'on avait proposé devant le corps électoral, et puis après on verra ce qui se passera l'an prochain. Le Premier ministre, on change de sujet, a adressé une lettre aux maires de France, une lettre dans laquelle il vous promet une plus grande reconnaissance dans un contexte où les maires se plaignent d'un manque justement de reconnaissance envers eux. Saluez-vous cette volonté d'ouverture de dialogue de Sébastien Lecornu? Je salue cette volonté. Après, il ne faut pas que ça reste des paroles. Il faut qu'on passe aux actes. C'est vrai que les maires attendent cette reconnaissance. Elle est légitime après une sortie de crise de Covid, de situation difficile. Je crois que les maires ont été en première ligne, gérant tous les sujets, y compris des sujets du régalien. Donc voilà, je pense que c'est une belle démarche. Après, il faut que ça passe dans des actes, parce que les paroles, c'est bien, et puis il faut passer aux actes. Voilà, vous dites qu'il faut passer de la parole aux actes. Oui. Il dit notamment qu'il veut une plus juste reconnaissance pour les maires. Est-ce que ça doit passer par une revalorisation de l'indemnité des maires, par exemple? Et si oui, de combien? Je pense que ça doit passer par déjà une réforme du statut de l'élu. Et donc c'est ce qu'il dit dans la lettre, en fin de cette lettre, il évoque ça. Je crois que c'est important. Et puis maintenant, vous savez, moi, les belles paroles, c'est bien. Maintenant, on va attendre de voir ce qui va se passer concrètement pour les maires, pour le statut de l'élu et pour le quotidien. Oui, vous parlez de ce statut, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait comme pilier de ce statut? Je crois que dans le statut des maires, il faut à la fois leur redonner des marges de manœuvre. Ils sont la représentation locale. Il faut que l'État fasse sa partie, tout le régalien. Il faut qu'il incarne. Dans cette lettre, il est dit que le préfet va incarner l'État dans les territoires. Et je crois qu'il faut aussi redonner la confiance dans la délégation des différentes thématiques au maire. C'est le maire qui est le premier, je dirais, interlocuteur des administrés. Et on attend que, bien, dans la clarification des missions des uns et des autres, ça soit plus clair, justement, et que les maires puissent avoir cette autonomie. Donc pour vous, c'est vraiment la clarification des missions qui est la priorité? Et puis leur donner des moyens, parce que c'est bien de transférer un certain nombre de sujets qui appartiennent à l'État, mais sans jamais donner de moyens aux maires, au bout d'un moment, ça devient difficile. Ouais. C'est justement ce que j'allais vous demander également. Il a parlé du fait que c'était important de faire une décentralisation. Là, certains maires peuvent se dire « Ah ben banco, nous c'est ce qu'on demande depuis extrêmement longtemps », sauf que si on demande de la décentralisation et que derrière il n'y a pas de moyens supplémentaires, là ça risque de coincer. C'est la critique qui a été formulée à Sébastien Lecornu. Absolument, mais c'est tout à fait vrai. On demande d'être en responsabilité sur plus de sujets, mais il faut que ça s'accompagne de moyens financiers. Ça peut pas être juste un transfert de charges de l'État vers les communes, vers les collectivités territoriales, sans compensation financière, parce que c'est infaisable. Sauf qu'on connaît l'état du budget de la France en ce moment. Ben, c'est pour ça que j'attends de voir les actes après les paroles. Sur la revalorisation pas du budget, mais du salaire qui est versé aux maires, c'est la question que je vous posais en priorité. Ça aussi, il faut que ce soit revu.
Ben, je pense qu'il y aura une Sur étude l'indemnité globale. des maires, Il y aura une étude globale qui sera posée sur le statut de l'élu. Mais je crois que le vrai sujet. Mais il y a des élus, parce que vous les Ouais, connaissez évidemment avec votre bien statut au sûr. niveau local. Il y en a certains qui vous disent là, je m'en sors plus financièrement. Non, j'ai jamais entendu ça. Je pense que les élus sont dans une attente d'avoir plus de marge de manœuvre, d'avoir plus d'autonomie, d'être plus reconnus. Donc cette lettre commence la reconnaissance, mais je crois qu'il faut aller plus loin et qu'on passe des paroles aux actes et qu'on leur permette véritablement d'agir. Quand je vois que beaucoup de municipalités sont obligées de staffer, d'organiser leur police municipale parce qu'il y a des défaillances de l'État, il y a un désengagement de l'État sur le régalien, je pense que le vrai sujet, il est plutôt là. Alors peut-on dire maintenant que le Premier ministre a lancé cette lettre et que maintenant c'est à l'AMF, aux associations des maires locales, de peser sur le texte, de faire des propositions pour que ça aboutisse? Le Premier ministre dit qu'en 2019, il a entendu le message des différents maires. Maintenant, j'espère qu'il va y avoir un lien, une passerelle qui va se faire. On aura, sous la houlette de David Lisnard, en fin d'année 2025, ce congrès des maires à Paris. Et j'espère que il va y avoir ces débats qui vont s'ouvrir de manière publique et que ça va faire avancer concrètement les choses dans des actes. Enfin, j'ai envie de dire, parce que on peut pas juste avoir des lettres d'intention. Oui, vous nous parlez quand même beaucoup de la parole aux actes. Ça veut dire que vous n'y croyez pas tant que ça. C'est l'impression que ça donne dans ce que vous nous dites ce matin. J'attends de voir. En tout cas, je trouve que c'est bien de reconnaître le statut de l'élu local. Maintenant, il faut que ça passe dans quelque chose de plus concret, je crois. J'aimerais aborder aussi avec vous le bilan touristique de Grasse pour cet été. Puisqu'il est particulièrement bon, Grasse a battu tous les records de fréquentation. Comment expliquez-vous cela et quel était le profil des visiteurs à Grasse? Je crois que c'est le fruit d'un travail. On a à la fois essayé de montrer la ville sous son meilleur jour. On a communiqué dans toutes les Alpes-Maritimes et puis à la fois les touristes mais aussi les maralpins sont en attente d'authenticité. Grasse a proposé ça, a proposé des rencontres qui résonnaient positivement avec une histoire, une tradition, Expo Rose, la Jasminade, la fête de la lavande, la fête de la tubéreuse. Et donc ça a fait véritablement un grand succès. On a battu tous les records de fréquentation de la ville, à la fois dans les parkings, à la fois dans le centre historique. Et je crois que c'est cette alchimie, cet équilibre entre une offre authentique et puis qualitative qui a été proposée à Grasse. En tout cas, je suis très reconnaissant avec tous les services de l'événementiel qui ont travaillé et l'adjointe à l'événementiel. Alors à Grasse, on dit que habituellement c'est plutôt un tourisme à la journée. Avez-vous envie de développer une stratégie pour que justement ces durées de séjour s'allongent? Et est-ce possible compte tenu de l'offre hôtelière actuellement sur Grasse? Vous avez raison, c'est un des points de difficulté de la ville, c'est qu'on ne fixe pas suffisamment les personnes qui viennent visiter la ville le soir parce qu'on manque d'hôtels. Donc on travaille sur des projets hôteliers, ça sera nécessaire dans l'avenir. On a eu pas mal de recours sur des projets d'hôtels qui ont été mis en œuvre, mais l'ambition municipale, c'est effectivement de corriger ça pour pouvoir fixer des personnes le soir en cœur de ville. Vous savez, à BFM Nice Côte d'Azur, on donne la parole à nos téléspectateurs et nous avons une téléspectatrice qui habite à Grasse, qui a écrit à Arthur Descudé dans BFM Nice et vous. Elle s'inquiétait de l'avenir des fleurs à Grasse compte tenu du changement climatique et des fortes chaleurs. À cela lui a répondu un spécialiste, un scientifique. Je voulais vous faire écouter sa réponse et ensuite vous faire réagir. La première, c'est de délocaliser. C'est ce qu'on appelle la biogéographie, l'aire de répartition des cultures. C'est ce qu'on fait actuellement avec la lavande du côté du plateau de Valençol, par exemple. Eh bien, on a de plus en plus de producteurs du côté de la région Pays de la Loire ou du centre qui commencent à planter du lavandin ou de la lavande pour ce type de production. Ou alors, on a une autre solution, c'est de planter, par exemple, des espèces qui soient adaptées au climat futur. Du coup, c'est vraiment soit adapter les espèces locales, soit délocaliser la production de Grasse vers d'autres régions qui correspondront donc à un climat qu'on avait à Grasse dans le passé, mais qui sera un climat futur du côté du centre ou du nord de la France. Voilà, la solution qui est apportée, c'est que pour éviter qu'on arrive en pénurie, en fait, il faut délocaliser cette production de Grasse. Vous, ça ferait un sacré manque à gagner. Alors, d'abord, on a une production qui est en train de se relocaliser à Grasse. Petit à petit, on a mis 70 hectares de plantes à parfum dans la ville pour l'avenir. Mais qui sont adaptées aux conditions climatiques actuelles? Voilà, je pense pas que le vrai sujet soit une délocalisation de la production parce que les terroirs, les lieux qui caractérisent Grasse et qui donnent cette qualité de fleurs ne se retrouveront pas ailleurs. C'est comme si vous disiez on va délocaliser un vin
il y a un terroir, il y a un savoir-faire local, et donc ça, on ne pourrait pas le délocaliser. Maintenant, le vrai sujet, c'est le sujet de ce changement climatique et l'irrégularité du climat. Et puis, un sujet qui est encore plus préoccupant, c'est celui réglementaire au niveau du Parlement européen, où certaines personnes veulent lutter contre la naturalité et le remplacer par des produits de synthèse ou des produits chimiques. Donc je crois qu'il faut être engagé sur les deux thématiques, à la fois le climat, pour que nous puissions irriguer, apprendre aussi à nos agriculteurs cette manière de lutter contre le stress hydrique et accompagner nos plantations sur le territoire, et puis être très vigilant au niveau de ce qui se passera au Parlement européen. Mais pas d'inquiétude, selon vous, pour ce qui est des délocalisations, en tout cas pour le moment. Autre question, et c'est lié également à des téléspectateurs qui nous ont écrit, il y a un problème de stationnement au niveau du boulevard Émile Zola. Vous nous avez répondu d'ailleurs à ce sujet, puisque dans une résidence, Villa Pauline, un ascenseur est en panne, ascenseur qui permet à des voitures d'avoir accès à un parking. Donc les gens se garent à l'extérieur de manière anarchique. Des travaux ont commencé ce lundi, sauf que nous, on a reçu encore des messages de téléspectateurs qui se plaignent en disant que rien n'est fait par la municipalité et que c'est très dangereux. Qu'avez-vous à leur répondre ce matin à ces téléspectateurs ? Alors effectivement, j'ai été informé de ce sujet qui date depuis plusieurs mois maintenant, peut-être 6 mois. C'est pas un ascenseur, mais 2 ascenseurs qui sont en panne. Les travaux ont commencé le 15 septembre. Ils devraient se finir, et c'est ce que je veux dire à ces téléspectateurs, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre sous 6 jours, 7 jours. Donc je pense qu'on va rentrer dans une situation normale. Que la municipalité n'ait rien fait, on n'a pas autorité sur les ascenseurs d'une résidence privée. Et oui, mais dans la rue, le stationnement était anarchique et c'était dangereux. On a essayé de trouver un juste équilibre entre trouver la sécurité dans le boulevard, et c'est normal, et c'est vrai que c'était dangereux, et aussi comprendre les habitants adjacents qui ont besoin qu'on ne les verbalise pas jour et nuit quand ils sont dans cette situation de difficulté. Donc on a travaillé à ce que les véhicules ne se mettent pas dans des situations trop complexes, mais aussi en ayant un équilibre à trouver pour comprendre aussi les habitants qui sont sur place. Voilà, j'espère que tout rentrera dans l'ordre. C'est vrai que ça a fait polémique, et je comprends qu'il y ait certaines personnes qui se saisissent de ça, et les questions sécuritaires sont pour moi essentielles, donc je me suis aussi engagé à trouver les bonnes solutions. Merci beaucoup, Merci Jérôme Biot, d'être venu ce matin. Merci de votre invitation.